Les planches scolaires écrites, ça aussi ces vieux jeux, on se croirait dans les amphithéâtres de la Troisième République ou d'avant. Voilà, moi ce que je crois les faiblesses qui vont entraîner effectivement les actions, si tu veux on peut en parler. Notamment en ce qui concerne plus particulièrement les obédiences. Oui. Quelle réforme? Oui, oui. Alors l'objectif serait de définir des structures plus légères. Des structures plus légères, pour que ça aille plus vite, pour libérer l'expression des loges, qui n'ont pas de liberté, et a fortiori des francs-maçons. D'ailleurs, tenez, à l'instant même où je vous parle, je n'ai pas demandé l'autorisation à mon obédience, elle peut me tomber dessus. Elle ne le fera pas, parce que ce sont des hommes intelligents et généreux. Mais s'il y avait un grincheux, avec les textes, il pourrait me tomber dessus. Il faut donc définir des structures beaucoup plus légères. Il faut libérer l'expression des loges, des frères et des sœurs. Il faut mettre en place des techniques professionnelles. Et à partir de cela, on en découle un certain nombre d'actions sur lesquelles, écoute, je vais terminer, si tu le veux bien. Alors, moi, pour les obédiences, je dis qu'il faut supprimer l'administration centrale. On n'en a pas besoin. Il y a actuellement des obédiences aujourd'hui, des moyennes obédiences aujourd'hui, qui ont supprimé complètement cette notion d'obédience, avec l'empilement et les cascades administratives. Les loges doivent être souveraines, véritablement, et pas seulement dans l'expression bien connue, un maçon libre dans une loge libre ou dans une loge souveraine. Un maçon libre, du moment qu'il est régulier en filiation, c'est-à-dire qu'il a obtenu l'ouverture de sa loge par une loge elle-même régulière, à ce moment-là, il est vraiment libre. Donc les obédiences, à mon sens, ne servent pas à grand-chose. Et quand vous prenez toutes les tâches que font les obédiences, et posez-vous à chaque fois la question, est-ce que cela favorise la quête spirituelle ? Qui est quand même cette quête spirituelle, cette spiritualité pour agir, qui est l'offre différenciante de la franc-maçonnerie. On serait étonné de voir qu'on répond dans 99% des cas, non, c'est l'administration. Sauf peut-être pour la justice qui doit quand même exister à côté. Donc des obédiences plus qu'aérées, plus d'administration centrale, plus de fonds énormes, non. Je dirais également plus de convents. Je rappelle que le convent, c'est l'Assemblée Générale. Le convent ne sert à rien du tout. Du moins, les convents à l'heure actuelle sont centrés, alors sont auto-centrés, c'en est étonnant. Vous pouvez avoir 500 personnes, 600 personnes, 1000 personnes et plus réunies dans un hôtel et qui discutent pendant 2 jours, 3 jours en s'engueulant ou en s'embrassant, en faisant les deux à la fois, sur les petits problèmes nombrilesques de l'obédience. Sur les autorisations, on n'arrête pas sur les procédures. Alors non, il faut que ce soit beaucoup plus ouvert, et je pense que les convents ne servent à rien du tout, donc les questions à l'étude des loges. Les loges sont très capables de se donner leurs propres questions. Une de mes loges se débrouille pour se donner ses propres questions, et j'y prends un très grand plaisir, parce que ça m'entraîne à aller vers mes profondeurs. Alors, pour autant, est-ce qu'il y aurait quelque chose pour relier les loges, indépendamment des réseaux dont j'ai parlé? Oui. Qu'est-ce qui est garant du rite? Qu'est-ce qui garantit la quête spirituelle? C'est cette autre tête de la franc-maçonnerie qu'on appelle les suprêmes conseils. Les suprêmes conseils, ce sont les frères ou les sœurs qui gèrent des degrés dits supérieurs et qui gèrent en même temps l'essence du rite, traditionnellement. Alors, dans le Grand Orient de France, son rôle est plus effacé, par exemple, qu'à la Grande Loge de France, par exemple, qu'à la Grande Loge nationale française aux droits humains. C'est au Suprême Conseil de remplacer en grande partie ce que faisaient les obédiences, mais sur un autre plan, sur le plan de la rigueur mise à effectuer le rite. Alors là, effectivement, les suprêmes conseils doivent être des garants du rite, avec tout ce que cela veut dire, avec les essaimages, etc. Et il me semble qu'eux sont beaucoup mieux placés, comme il était historiquement. D'ailleurs, on l'a vu historiquement, on ne va pas reprendre l'historique de la franc-maçonnerie. Je vous renvoie à Roger Daché, qui le fait admirablement, mais où les suprêmes conseils avaient un rôle tout à fait important. Une nouvelle fois, ceci existe. Il y a des obédiences qui dépendent de suprêmes conseils et qui ne dépendent plus d'une administration centrale. Je pense également qu'il sera urgent de différencier la fraternité et l'amour, et qu'aux profanes qui entrent, le message du tout amour fraternel n'est pas convenable, parce qu'il est trompeur d'une certaine façon, et parce qu'en plus, il ne fait pas avancer l'humanité d'un chouïa. Je m'explique. Dire il faut aimer tout le monde, et il y a une pulsion, Freud ne le nie pas, d'amour qui a besoin de s'exprimer, ne suffit pas à modifier la sœur ou le frère jeune apprenti pour que d'un seul coup, il transforme ses comportements et il devienne charmant, ouvert, aidant avec tous les autres.
Non, ce qu'il va falloir bien repréciser, et c'est important parce que c'est dans l'offre maçonnique, c'est que la fraternité est un devoir et n'est pas une émotion comme l'amour, n'est pas un sentiment. C'est-à-dire que quelle que soit la personne, le frère ou la sœur qui est dans mon atelier, j'ai vis-à-vis de lui ou d'elle un devoir de fraternité. Oh, ça peut aller dans des petites choses tout à fait détaillées. Quand ensuite, dans ce qu'on appelle les agapes, nous déjeunons ensemble, c'est par exemple le devoir de fraternité, c'est un exemple vraiment domestique. Le devoir de fraternité, c'est de se dire, allez, vers lequel je ne connais pas, ou lequel m'est plutôt antipathique, je vais faire mon devoir de fraternité et je le connais. Et je vais le connaître ou la connaître mieux. Parce que je ne peux pas rester sur cette antipathie. Parce qu'obligatoirement, parce que c'est un être humain, il y a quelque chose d'essentiel en lui. Voilà, c'est ça, bien faire cette différence. Kant disait à ce propos, le grand Emmanuel Kant disait à ce propos une chose bien intéressante sur la différenciation entre fraternité et amour. Être bienfaisant envers tous les hommes, selon notre pouvoir, est un devoir, qu'on les aime ou pas. Fermement. 3 dernières actions, la liberté d'initier. Il faut redonner aux loges la liberté d'initier qui elles le veulent. Si elles sont dépositaires de la tradition, il n'y a aucune raison que l'administration se mêle de cela. Ou alors, si l'administration s'en mêle, on nie la force de la tradition. Ce sont des dérives actuelles des obédiences depuis le milieu du XIXe siècle. Avant-dernière proposition d'action, il n'est pas pensable que l'on transmette et que le mot de transmission soit un mot-clé dans la franc-maçonnerie et que l'on dise aux plus anciens, qu'on appelle les maîtres, votre rôle premier, c'est de transmettre aux plus jeunes. Et transmettre, mais ils ne savent pas comment transmettre. Alors comment ils vont faire transmettre? Mais ils ne vont rien faire. Ils ne font rien. Et c'est rare de voir des maîtres transmettre aux plus jeunes. Et on leur dit, t'as qu'à prendre exemple sur les maîtres. Exemple de maîtres qui ont parfois mal mené les sinuosités de leur profondeur. Les vénérables, les maîtres, ne savent pas du tout comment transmettre. Alors ceux qui ont le talent, c'est aussi un talent de savoir bien transmettre, le font. Ceux dont c'est le métier, comme toi Édouard par exemple, tu le fais sans doute très bien, les autres sont démunis et ne transmettent pas. Et quand les plus anciens, les adjoints du vénérable, réunissent les plus jeunes, les apprentis, dont ils ont la charge, eh bien ils ne savent pas quoi faire, ou ils font de la récitation. Alors ça ne va pas du tout là, parce qu'on ne fait pas de l'enseignement avec des adultes, il y a d'autres moyens dans la pédagogie des adultes. Donc là c'est quelque chose à mettre en place. Je terminerai sur cette lancée par la dernière action, c'est une action qui concerne les maillets, c'est-à-dire le vénérable et ses 2 adjoints et les 2 surveillants. Il n'est pas possible de laisser des vénérables se débrouiller avec uniquement le rituel. Ça nous fait des vénérables potiches. C'est-à-dire qu'au-delà de la qualité spontanée éventuelle qu'ils ont à diriger un groupe, il reste tout un pan de l'animation d'un groupe qui reste à apprendre. Notamment, qu'est-ce que c'est que la gestion d'un groupe dans le temps? Qu'est-ce que c'est que faire circuler la parole? Qu'est-ce que c'est que la prise de décision collective? Qu'est-ce que c'est que la résolution collective de conflits? Eh bien, tout cela, 75% des vénérables ne savent pas le faire. Il y en a les autres qui le font intuitivement parce qu'ils ont cette capacité. Voilà ce que je propose, Édouard, parmi les dernières actions. Voilà, tu vois quelque chose à ajouter? Il nous reste peu de temps, je crois. Pas à ajouter, mais simplement, ensemble, tu nous as montré un chemin qui est en même temps une progression vers une maçonnerie, une franc-maçonnerie que tu qualifies de libérative. Oui. Ce chemin, d'une part, considères-tu que ce soit une révolution ou plutôt une somme d'évolutions, de réformes? Et s'il s'agit à ce moment-là de la deuxième hypothèse, par où commencer? C'est une somme d'évolutions. C'est une somme d'évolutions et si je m'engage, je ne m'engage pas dans un combat. Je m'engage à côté de mes frères et de mes sœurs qui voudront bien commencer d'abord par restaurer l'image de la franc-maçonnerie et ensuite professionnaliser la loge et la libérer. Voilà ce que je ferai. Et il y a si peu en moi l'idée de combat, il y a simplement de la foi dans la franc-maçonnerie que je me permettrai de terminer, ça tombe bien, par une citation inattendue de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche a dit « Les idées qui font avancer le monde sont des idées qui marchent sur des pattes de colombe ».